Au sommaire de cette édition, nous recevons dans ce journal le Dr Chou Daniel pour parler du programme de leadership et management de Agaï Institute. En religion, le ministère international Christ en Moi de Port-Gentil au Gabon a célébré un culte spécial de préparation de la Pâque 2017. Actualité africaine au Mali, formation d'un nouveau gouvernement. Aux États-Unis, la marine américaine envoie des navires vers la péninsule coréenne. Comme annoncé dans les titres, nous recevons avec beaucoup de plaisir sur ce plateau le Dr Chou Daniel qui nous vient du Cameroun. Avec lui, nous allons parler de Agaï Institute. Il faut préciser qu'il est professeur d'université, écrivain, mais aussi enseignant. Avec cette casquette, il est là aujourd'hui. On me dit bienvenue sur ce plateau. Merci mon frère, ça fait plaisir d'être là. Mais le séjour vous plaît à Abidjan? Oui, Abidjan c'est ma ville. Je suis là presque tous les années. Il fait chaud. Pour un ministère, mais il fait chaud, il fait vraiment chaud par rapport à Yaoundé où j'habite. D'accord. Alors, avec vous, nous allons parler de ce programme de leadership et management avec pour thème leadership transformationnel. Un thème assez spécial. Tout à fait. Agaï Institute, c'est un ministère à travers le monde qui forme des leaders chrétiens pour qu'ils soient plus qualifiés à gérer les églises, à gérer leurs entreprises, et surtout être capable de pouvoir apporter la transformation dans les nations dont l'évangile est destiné à faire. Alors docteur, on sait que vous êtes là pour un programme assez spécial, avec un thème particulier, et à compter de ce lundi 17 au samedi 22 avril 2017, quel sera ce contenu? Ceux qui viendront, à quoi est-ce qu'ils auront droit? Ils doivent attendre un paquet, je dirais, complet sur le leadership et le management. En réalité, nous avons des sujets sur le leadership. Il s'agit du leadership et management, il s'agit du changement de paradigme, il s'agit de comment établir une vision et les objectifs, il s'agit de la communication efficace de l'évangile dans un milieu africain. Mais nous avons aussi d'autres sujets qui concernent l'évangile. Donc nous allons parler de l'évangélisation efficace dans notre milieu. Nous allons parler de la Bible, de la parole de Dieu et le mandat biblique que nous sommes appelés à apporter dans notre milieu. Donc nous avons un grand paquet des enseignements sur le leadership et sur l'évangile. Alors, docteur, on parle de leadership, ce qui veut dire que ce sont des enseignements réservés à une catégorie de personnes. Alors, quelle est votre cible? Est-ce que tout le monde peut participer? Absolument, tout le monde ne peut pas participer. Nous ciblons premièrement des leaders de l'Église, en l'occurrence les pasteurs, et les anciens, et aussi les responsables dans la société. Par exemple, ceux qui travaillent, qui sont des fonctionnaires, qui travaillent dans le secteur privé et qui ont des responsabilités, parce que l'idéologie d'Agaï, c'est quoi? De former des leaders dans une entreprise afin que ces leaders puissent atteindre ceux qui sont sur leurs responsabilités. Donc nous touchons le sommet d'une entreprise et maintenant les leaders atteignent les autres. Donc tous ceux qui sont leaders dans la société ivoirienne sont les bienvenus. D'accord, mais pour un tel programme de cette envergure, c'est gratuit ou c'est payant? Bon, pas payant en réalité, parce qu'un programme de ce genre coûte dans environ 500 000 francs par personne. Mais nous avons demandé tout simplement une participation de 80 000. Donc vous voyez, vraiment tout le monde est invité à participer parce qu'en réalité, c'est presque gratuit. 80 000 francs sur 500 000, je crois vraiment que c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Alors, on vous sait enseignant, versé dans les Écritures. Est-ce qu'il y aura d'autres orateurs qui vont vous accompagner pendant ces séminaires? Oui, effectivement, je suis l'orateur principal. Je suis camerounais, d'expression anglaise, mais je parle le français. On le constate. Ça se voit. Donc, je vais entraîner surtout l'élément de leadership transformationnel. Et je dois vous dire que j'ai écrit un livre qui parle du leadership et qui parle particulièrement du leadership transformationnel. Donc, pendant ce séminaire, nous aurons à lancer ce livre et je vais aussi parler des changements de paradigme.
Mais nous avons d'autres orateurs nationaux, par exemple l'ancien président d'Agai Institute, M. Amacha Charles, qui est un directeur dans une des entreprises de la place. Et nous avons aussi le président national, en la personne du Révérend Die Lambert. Nous avons aussi beaucoup d'autres facilitateurs, par exemple le pasteur Liade Anisset et monsieur Noah Blaison Fernand. Donc en réalité, nous avons un groupe de leaders qui ont été formés par Agai au niveau international et qui ont démontré leur qualité à enseigner les sujets sur lesquels ils sont des spécialistes. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, téléspectateurs, il faut simplement préciser que ce programme se tiendra de lundi, à compter de ce lundi 17 au samedi à 22 février 2017 au centre de formation CFK du côté de Angré, 8e tranche, et suite juste à côté de la CNPS pour ceux qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs? Oui, je voulais juste encourager des leaders des églises et des leaders vraiment dans la société de participer. Nous avons des places très limitées. On a déjà un grand nombre de personnes qui sont déjà inscrites. Donc, les dernières personnes qui veulent s'inscrire à ce programme, qu'ils prennent contact avec nous rapidement pour avoir une place pendant cette formation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, merci d'être passé. C'est un grand plaisir d'être là et je prie pour que le Seigneur bénisse TV, que nous voyons au Cameroun et presque à travers le monde entier. Vraiment, je prie pour que le Seigneur continue à vous bénir dans le ministère que vous avez. Merci d'être passé, en tout cas, merci pour vos bénédictions. Que Dieu vous bénisse et plein succès à ce programme. Téléspectateurs, nous continuons ce journal toujours en religion en Côte d'Ivoire. Le ministère international Christ en moi à Port-Gentil au Gabon a célébré un culte spécial de préparation de la Pâque 2017. Orateur de ce programme, Charles Aka a traité le thème « L'importance de la Pâque », un reportage signé Béni TV Gabon. Après 35 jours dans le jeûne pour préparer la Pâque, les fidèles du ministère international Christ en moi ont clôturé ces 35 jours de jeûne par un culte de célébration et d'enseignement sur la Pâque. Les témoignages à ne point finir se sont fait entendre afin de glorifier seul Dieu. Et c'est dans les livres d'Osée et d'Hétéronome que Monseigneur Dr Prophète Charles Aka a enseigné l'Assemblée sur l'importance de la Pâque. On peut dire la délivrance de peuple de Dieu au cours de l'esclavage, au moment où Dieu les a sauvés pour les amener à la terre promesse, c'est là que la Pâque était introduite. Donc c'est le nom de la fête qui veut dire quoi? Espérer Dieu. Parce que pour aller posséder ta terre, ce n'est pas avec la chair ni le sang, mais c'est avec la spiritualité. Mais pour que toutes ces choses se réalisent, il faut comprendre l'importance de la Pâque. Donc, trois fêtes. Premier fête de Pâques, qui est Père sans le Père. Deuxième, fête de semaine, qui veut dire quoi? La Pentecôte. Troisième, c'est fête à la fin de l'année. Trois fêtes. Dis trois fêtes. Chaque fête est associée avec quoi? Nos sacrifices. Quand tu attends le mot fête, tu attends le mot sacrifice. Quand tu attends le mot sacrifice, tu attends le mot l'autel. C'est pourquoi nous sommes capables de faire tomber les gagas. Un moment de prière pour remercier le Seigneur, puis des offrandes à l'endroit de l'œuvre du Seigneur afin de son avancement. Et pour sceller tout cela, Monseigneur Charles Aka a procédé au lavement des pieds de quelques fidèles et une onction d'huile. Délivrance, guérison et restauration s'en est suivi. Le culte s'est achevé par le passage à la table du Seigneur en partageant le pain et le corps de Christ. Nous restons toujours au Gabon en religion. Un culte d'action de grâce a été célébré suite à l'ordination du bishop Mabi Christ de l'église charismatique, le trône de la grâce de Libreville. L'orateur, l'évêque Joël Thomas, est venu spécialement du Canada pour cet événement. Suivons ce reportage.
L'église charismatique Le Trône de la Grâce a tenu un culte d'action de grâce ce dimanche 9 avril après 6 jours de multiples programmes, d'où l'ordination du bishop Mabi Christ. Les moments ont débuté par la remise de présents aux différents invités, présentation du projet d'une construction d'une église d'une grande capacité, une image de Maman Ida Oussa sculptée à la pierre de Mbigou du Gabon, quelques prestations faites par les enfants et pour ouvrir les moments d'édification, l'archevêque Clemens Kirby, venu des USA, a proclamé quelques paroles de bénédiction. Puis l'évêque Joël Thomas, invité venu du Canada, s'est appuyé sur le livre d'Ésaïe pour édifier l'assemblée. La révérende Colombe Mabi a été installée en qualité de présidente du bureau Kwifi au Gabon. Et pour couronner le tout, la remise des certificats de participation à ce moment. Nous revenons en Côte d'Ivoire, les paralytiques ont marché, les hypertendus ont été guéris et le peuple de Dieu délivré des liens de la servitude et autres liens ancestraux. C'est à la veillée organisée le 3 mars dernier par le Centre d'excellence d'Angré, dirigé par le berger Achidia Pakom Marie, les temps forts de ce reportage. Briser tous les liens de servitude dans leur vie, les fils et filles de Dieu sont venus nombreux de tous les coins d'Abidjan pour obtenir leur libération. C'était le 3 mars dernier à Rencontre de Puissance, veilleux de feu organisée par le Centre d'excellence d'Angré, avec en tête de peloton le berger Achidia Pakom Marie, premier responsable du centre. Guérison et miracle au rendez-vous. Cette maman était paralysée depuis 2012. 5 ans passés dans un fauteuil roulant et pour la toute première fois, elle marche. Qu'est-ce que les médecins ont dit? On dit tu as quoi comme problème? Depuis 2012, c'est une escale, un nerf coupé. Ça venait petit. Et ça s'installe. Je ne marche plus. Jésus va te guérir, maman. Amen. Cette sœur, quant à elle, avait le pied gauche paralysé suite à une méningite. Elle aussi a retrouvé l'usage de sa jambe. J'ai été victime de la méningite et après ça, j'ai mon pied gauche qui était vraiment foutu. Quand je suis rentrée de l'hôpital, la semaine qui a suivi, je n'arrivais pas à me tenir sur le pied gauche. Quand je marche, je tombais. Voilà. Donc j'ai suivi une rééducation au CHU de Cocody pour n'a rien fait. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi, j'ai commencé à marcher. Et tu sais, je suis esquivée. Autour du thème « Je ne veux plus être dans la servitude », le peuple de Dieu a aiguisé sa connaissance spirituelle. Un enseignement délivré par le prophète de Dieu, le berger Achidia Pakom Marie. Les fils et filles de Dieu savent désormais comment marcher pour ne pas tomber dans la malédiction, dans les liens de la servitude et briser les pactes de sang, également les liens ancestraux. Rendez-vous est donc pris pour le 21 avril prochain à l'espace La Viva, espace de la vie à Bonoumé, pour un autre grand temps de miracles. Nous ouvrons à présent l'actualité africaine au Gabon. Les associations veulent être intégrées à la phase politique du dialogue dans ce pays. Les travaux de la phase politique ont démarré le 12 avril 2017 à Libreville. Il faut préciser que 633 associations ont sollicité l'intervention du président Ali Bongo.
Au moment où s'ouvre à Libreville la phase politique du dialogue national initié par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, 633 structures associatives ayant pris part au dialogue citoyen appellent au président de la République à leur ouvrir les portes de cette seconde phase. Une phase qui va s'achever le 10 mai 2017 à Libreville et à laquelle prennent part 54 partis politiques de l'opposition et de la majorité. C'est un dialogue inclusif sans tabou. Il s'agit donc d'un échange et non d'un monologue. Or, dans la phase dite citoyenne, nous avons apporté des contributions et donc nous voulons donc sécuriser ces contributions. Nous voulons donc aller à la phase politique. Nous interpellons le chef de l'État afin que celui soit intercède en notre faveur pour que les politiques nous acceptent justement à la phase dite politique. De son côté, l'association dénommée l'Armée du Mapan, qui a également pris part à la première phase du dialogue national, estime que les jeunes ont une grosse partition à jouer lors de ces assises et doivent par conséquent prendre une part active à cette deuxième phase. Nous voulons aller au dialogue politique parce qu'on estime que dans le dialogue politique, tout sera décidé là-bas. Quelles sont les personnes qui meurent? C'est bien les enfants du Mapan. Quels sont les enfants qui assistent au meeting? C'est les enfants du Mapan. Pourquoi des gens qui ont eu 0,17% vont aller décider de l'avenir du pays? Pourquoi? Selon le ministre en charge du dialogue national, Maître Francis Nkeya, les acteurs ayant participé à la phase citoyenne n'ont pas besoin de se réinscrire à la phase politique, car leurs contributions seront prises en compte au même titre que celles de la seconde phase dite politique. Tout ce qui a été étudié, tout ce qui a été élagué, tout ce qui a été proposé soit appliqué dans son intégralité. Mais il se trouve que le pays a des institutions en place. Ce sont ces institutions qui vont procéder au filtre. Les contributions des acteurs des deux phases du dialogue national seront applicables et obligatoires. Elles seront introduites dans l'ordonnancement juridique du pays pour qu'elles soient converties en texte de loi. Précisons que l'ensemble des décisions revêtiront un caractère consensuel. Direction le Mali, le Premier ministre malien Idrissa Maïga a formé un gouvernement de 35 membres. Ce gouvernement a 2 ministres de plus que le précédent, mais connaît néanmoins aucun changement notable concernant les ministères dits de souveraineté. Reportage. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a nommé le gouvernement de son nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga ce mardi 11 avril. Cette nouvelle équipe constituée de 35 membres compte 2 ministres de plus que le précédent. Les changements les plus notables concernent les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale, 2 secteurs qui connaissent d'importants mouvements de grève récemment. Des changements qui viseraient à assainir la situation conflictuelle qui prévaut actuellement dans le pays. Je vais profiter de ce micro pour faire un appel fraternel à tous les syndicats. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez indiqué tous les contacts que vous avez eus, les discussions entamées. Je voudrais rassurer le monde du syndicat, mais je voudrais rassurer les travailleurs pour qu'une trêve puisse être observée et que les Maliens se parlent. En effet, depuis le 9 mars, les personnels des hôpitaux publics et des centres de santé communautaires dépendants de l'État sont en grève illimitée. Le nouveau Premier ministre a reçu ce mardi 11 avril les 2 principales centrales syndicales du pays afin de sortir de la crise sociale. Nous allons également à la rencontre de tous les acteurs sociopolitiques de manière à ce qu'ensemble, nous puissions relever les défis du moment. Puisque la préoccupation a toujours été de faire en sorte que le front social soit apaisé. Actuellement, il est en ébullition. Il faut faire en sorte que, pas seulement que ça baisse de plusieurs camps, mais que les Maliens puissent se parler et qu'ils s'entendent. Pour ce qu'il advient des principaux portefeuilles au sein du précédent gouvernement dirigé par Modibo Keïta, les principaux titulaires restent en poste, à l'exception du ministère de la Défense, désormais dirigé par Tiena Koulibaly, ancien ministre de l'économie et ambassadeur aux États-Unis. En Somalie, pour préparer une réponse à la famine causée par la sécheresse sur la population somalienne de Baidoka et aussi de Kismayo, les représentants des Nations Unies dans ce pays ont effectué en début de semaine une visite sur le terrain. Nous le suivons. Les représentants des Nations Unies en Somalie étaient en début de semaine à Baidoa et à Kismayo pour évaluer l'impact de la sécheresse sur les populations de ces localités. Ces 2 villes du sud-ouest somalien font partie des régions les plus touchées du pays.
Peter de Klerk, le coordinateur humanitaire de l'ONU pour la Somalie, et plusieurs représentants d'autres organisations humanitaires ont rencontré des responsables somaliens et ont discuté du besoin pressant d'une aide pour les zones affectées. Nous avons parlé de comment nous pourrons travailler ensemble dans le cadre de la lutte contre la sécheresse et prévenir la survenue de la famine, de façon à offrir aux gens le type d'assistance qu'ils méritent. Nous avons besoin de la coopération des autorités du Sud-Ouest pour faire en sorte que le camp soit sûr, que nous puissions construire ici des toilettes. Nous avons donc besoin de cette coopération pour travailler et lutter contre la sécheresse, la famine, la diarrhée aiguë et le choléra. D'après l'ONU, il y a environ 150 000 nouveaux déplacés à Baïdoa en raison de la sécheresse. Cette catastrophe naturelle a décimé les récoltes et le bétail dans un pays déjà déchiré par la guerre. Ce sont ainsi près de 6,2 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, qui ont besoin d'aide. La délégation onusienne au-delà des camps de déplacés s'est également rendue dans plusieurs centres médicaux. Ma mère est tombée malade à Gouf Galoud Chabelo. Elle souffrait de diarrhée et de vomissements. Son état de santé s'est amélioré aujourd'hui. Nous avons reçu un bon traitement, le meilleur contrôle médical, des sels de réhydratation. La Somalie, qui connaît toutes ces difficultés, est par ailleurs régulièrement ciblée par des attentats commis par Al-Shabaab, un groupe lié à Al-Qaïda. Au Gabon, une conférence internationale sur la problématique de la coexistence entre les hommes et la faune sauvage a eu lieu au parc national de Lopé. Les experts sont venus du monde entier pour ce conclave. La problématique de la coexistence entre les hommes et la faune sauvage au cœur d'une conférence internationale que vient d'abriter le parc national de la Lopé au nord-est du Gabon. Organisé par l'Agence nationale des parcs du Gabon, ce rendez-vous a réuni plus de 20 nationalités venues des 4 coins du monde. En jeu, trouver des mécanismes pour lutter contre le braconnage et assurer la sécurité des populations villageoises environnantes. Pour le réseau des aires protégées d'Afrique centrale, le bassin du Congo a surtout besoin de dispositifs institutionnels de taille régionale pour la conservation ainsi que la gestion durable et concertée des écosystèmes. À une échelle beaucoup plus politique, il faut bien entendu que nos États harmonisent leur système d'information, il faut que nos États harmonisent leur législation, il faut que nos États harmonisent la gestion des zones transfrontalières, parce que les animaux circulent entre les pays. S'inspirant d'une expérience kenyane, le Gabon, pour résoudre ce qu'il convient d'appeler le conflit homme-faune, procède à l'installation de barrières électriques dotées d'antennes autour des sites abritant des animaux. Une bonne nouvelle pour les habitants de la zone. On souffrait avant la barrière. On souffrait. Dès qu'on voyait comme ça là, on part gréver chez les conservateurs, on part poser là-bas. Toute la journée on est là-bas. Les conservateurs ne bougent pas et nous aussi on ne bouge pas. On est là. On dit ça, il y a ça solution, on ne bouge pas aussi devant la maison des conservateurs. Avec la colère qu'on souffre avec la faim. Mais depuis que la barrière est venue, on est maintenant à l'aise. Inscrit depuis 2007 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national de la Lopé regorge d'espèces telles que l'éléphant et le buffle. Parlons à présent de tourisme. Dans l'Afrique de l'Ouest, le classement mondial de la compétitivité touristique établi tous les 2 ans par le World Economic Forum a été rendu public. 34 pays africains figurent dans ce classement dominé par les pays européens. L'Afrique reste l'une des régions les moins compétitives en matière de compétitivité touristique. Le classement mondial de la compétitivité touristique établi tous les 2 ans par le World Economic Forum a été rendu public. 34 pays africains figurent dans ce classement. Et l'Afrique du Sud est le pays africain le mieux classé à la 53e position, suivi par Maurice à la 55e et par le Maroc à la 65e position. Pourtant, l'Afrique reste l'une des régions les moins prolifiques en matière de compétitivité touristique. Une compétitivité qui est notamment impactée par les faiblesses structurelles en matière de sécurité et la faible qualité des infrastructures. Il faut rappeler que la stabilité économique, que la tranquillité, que la sérénité pour le citoyen, la citoyenne et pour les visiteurs ne sont là que quand il y a
une création de richesse nationale et une répartition équitable. Or, ceci ne se fait pas dans les pays africains. Le tourisme est le résultat d'un investissement de très long terme. L'édition 2017 du classement mondial de la compétitivité touristique classe 140 pays en fonction de 16 critères. Les critères d'évaluation portent entre autres sur la qualité des infrastructures routières et aéroportuaires, sur les services touristiques, la valorisation du potentiel naturel, la sécurité ou les niveaux de prix. Parlant de pays comme la Tunisie et qui avait un tourisme qui représentait facilement 8 à 10% du produit intérieur brut, ne pas tenir compte du fait que la sécurité est l'un des éléments que le touriste cherche, puisqu'il cherche à se reposer et à s'éloigner de ses propres problèmes, il faut avoir un système d'abord équitable, un système de création de richesse équitable pour que la stabilité soit longue, et deuxièmement, il faut investir dans la sécurité intelligente, dans la sécurité proactive. Il faut prévoir les événements avant même qu'ils n'aient lieu. Le critère sécuritaire est l'un des plus importants en matière de tourisme. Actuellement, les pays du continent africain doivent notamment faire face à la menace terroriste. Le plus récent exemple en date étant celui de l'attentat perpétré contre une église chrétienne copte en Égypte ce dimanche 10 avril. Une problématique à laquelle les pays du continent doivent trouver une réponse efficace afin de garantir leur attractivité, surtout pour des pays comme l'Égypte, où le secteur du tourisme compte pour environ 11% du PIB. Nous terminons ce journal avec les États-Unis qui ont envoyé un groupe aéronaval au large de la péninsule coréenne. Selon la marine américaine, cette mesure vise à parer à la menace nucléaire nord-coréenne. Une simple mesure de précaution. Voilà comment les États-Unis présentent l'envoi d'un porte-avions dans le Pacifique Ouest, près de la péninsule coréenne. Conséquence surtout d'une nouvelle dégradation dans les relations entre Pyongyang et Washington. Le Japon, voisin de la Corée du Nord, s'est félicité de cette décision. J'ai dit au président Trump que nous apprécions grandement la volonté des États-Unis de garantir la sécurité du monde et de ses alliés. Ces derniers jours déjà, la Corée du Nord était au cœur des discussions entre Donald Trump et le président Xi Jinping en visite aux États-Unis. Le président américain voulait convaincre son homologue chinois de faire pression sur Pyongyang. Motif, le régime nord-coréen préparerait un nouvel essai nucléaire avec un objectif à long terme clair, disposer de missiles capables d'atteindre les États-Unis. Je crois que c'est assez sérieux. Je crois que l'on n'a pas dissuadé la Corée du Nord de développer un programme de missiles intercontinental qui peut atteindre les États-Unis. Pour eux, ce serait un nouveau type de menace de la Corée du Nord. Donald Trump a prévenu, il n'exclut pas des actions militaires unilatérales dans le monde, comme le prouvent les récentes frappes américaines sur une base syrienne. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal qui vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Bénin TV. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.